tout le monde! Coucou, j'espère que vous allez bien. Eh bien, on se retrouve aujourd'hui pour une session dédiée à nos émotions et plus particulièrement comment notre corps arrive à exprimer visuellement nos émotions pour nos congénères face aux autres humains. Eh bien, tout simplement grâce aux muscles dédiés aux expressions faciales. Voilà, et c'est ça qu'on va découvrir aujourd'hui ensemble. On a un super programme qui nous attend, donc on n'attend pas plus longtemps. Comme toujours, on va faire la petite lecture et on est parti. Pour rappel, on est accompagné de ce merveilleux livre Anatomie à colorier qui est dérivé de l'Atlas du Néther avec les planches de dessin. Et là, on a la version à colorier. Donc vous pouvez retrouver, si vous voulez l'acheter, j'ai mon lien affilié, Amazon par exemple, mais vous pouvez aussi le retrouver dans n'importe quelle librairie qui vous fera plaisir de soutenir. Voilà. Et let's go. Ah, coucou Saya, ça va? Oui, coucou rapide, j'espère que tu as bien dormi. J'espère que ça va depuis hier soir. Let's go, hein. En tout cas, ici, ça va très bien. On va parler des expressions du visage. Et on oublie que notre visage est rempli de muscles. On a vu le crâne il n'y a pas si longtemps. Vous pouvez retrouver aussi la rediffusion sur ma chaîne YouTube, Caro_stream. Et là, on va parler plus précisément de tous les petits muscles qui s'insèrent sur tous ces os du visage. Alors, les muscles de l'expression faciale, donc de la mimique, sont pour plusieurs raisons particuliers parmi tous les muscles squelettiques du corps humain. On en a parlé aussi dans le dernier live, hein, les muscles squelettiques, ce sont des muscles à action volontaire, donc on peut les contracter volontairement, ces muscles de l'expression. Ils sont un peu particuliers. Pourquoi? Alors, ils proviennent embryologiquement tous du deuxième arc pharyngien. Et ils sont tous innervés par des branches terminales du nerf facial, le nerf crânien numéro 7. Voilà, ils ont tous cette particularité, ils proviennent du deuxième arc pharyngien au niveau embryologique, donc ils ont tous la même origine et ils sont tous innervés par le même nerf. Voilà, donc ils sont tous, frères et sœurs. De plus, la plupart prennent naissance au niveau des os de la face ou des fascias. Et ils vont se terminer dans le derme de la peau, le derme du cuir chevelu ou de la face, ou bien encore de la région latérale du cou. Donc ils prennent leur insertion sur les os, mais ils vont se terminer au niveau de la peau. Ben oui, c'est ça qui va nous permettre d'activer notre peau, d'avoir les pommettes qui montent, les yeux qui se plissent, la bouche qui va bouger, les joues qui vont se gonfler, au contraire se rétracter. Voilà, c'est parce qu'ils prennent tous origine sur l'os, mais qui vont se terminer sur la peau. C'est ça qui va modeler nos expressions faciales, tout simplement. Certains des plus importants des muscles de l'expression faciale sont résumés dans le tableau ci-dessous et pourront être coloriés sur la page suivante. Pour rappel, ils sont tous innervés par le nerf facial numéro 7. Celui qui peut se paralyser notamment en cas d'AVC ou en cas de la paralysie de Charles Bell. On a tous en tête la moitié du visage qui s'effondre complètement par perte du tonus musculaire de tous nos muscles de l'expression. Et ça donne un faciès qui est figé ou qui s'effondre. Voilà. Ça, c'est lorsque le nerf 7 est atteint. Alors, on va se raconter quand même 2-3 trucs sur le nerf facial, le nerf crânien, la paire crânienne numéro 7. Tous les muscles de l'expression du visage sont innervés par le nerf facial numéro 7. Sans lui, il n'y a pas de sourire, il n'y a pas de froncement de sourcils, il n'y a pas de clin d'œil, il n'y a rien. On aurait un faciès complètement amorphe. Pour le petit clin d'œil historique, alors, on en a parlé juste là, la paralysie de Charles Bell, qui est une paralysie faciale unilatérale, donc d'un seul côté, droite ou gauche. Elle a inspiré de nombreux artistes et de nombreux médecins. Elle illustre à quel point notre visage est notre carte
l'identité, le reflet de notre identité, de notre état d'esprit, de nos émotions. On en parle ici dans la note clinique. La paralysie unilatérale du nerf facial, qui est souvent d'origine inflammatoire, on l'appelle la paralysie de Charles Bell. Elle engendre classiquement une asymétrie du visage car les muscles paralysés deviennent flaccides du côté paralysé. Les patients avec une paralysie de Charles Bell ne sont pas capables de froncer les sourcils, de plisser le front, de fermer fortement les paupières, de sourire, de retrousser les lèvres ou de tendre la peau du cou. Voilà, le visage devient complètement placide. Est-ce que... J'aimerais bien vous retrouver éventuellement. Il y avait... Alors, je vais fouiller un tout petit peu, vous m'excuserez. J'aurais dû préparer ça en amont pour pouvoir vous montrer. Hop. Il faudrait que je vous retrouve. Voilà. Ça y est. La planche, voilà, sur le nerf facial numéro 7, pour que vous compreniez bien. Donc c'est une des paires crâniennes, il y en a 12. Lui, c'est le 7e, numéro 7. Et on se rend compte, voilà, il va sortir au niveau du tronc cérébral. Hop, et il va traverser, comme ça, le crâne. Il va sortir au niveau du foramen stylomastoïdien, par exemple. Hop. Par exemple, notamment. Et il va aller innerver. Et on voit, il envoie des branches sur tous les muscles du visage, tous les muscles de la face. Voilà, il a plein de ramifications. Et donc, comme c'est une paire, il y en a un pour chaque côté. Voilà. Il a un rameau notamment cervical aussi pour venir innerver le platysma. Il va venir innerver les muscles du menton, les muscles d'expression de la bouche, les muscles qui nous permettent de bouger le nez, les narines, de fermer les yeux, de retrousser le front. Voilà. On voit bien que ce nerf 7 va se ramifier à tous les étages du visage. Voilà ce qu'on se dit. Vous aurez vu, c'est quoi le nerf 7 ? Hop. Et on repasse pour tout à l'heure les différents muscles de la mimique. Je garde cette planche sous le coude. Alors, on va commencer avec le muscle numéro 1 qu'on appelle l'occipito-frontal ou muscle épicrânien. En fait, il va tapisser comme ça le crâne. Attendez, je me pousse un tout petit peu, voilà, pour que vous voyez mieux. Il va venir tapisser le crâne pour nous permettre de bouger le scalp. Il y a des gens qui y arrivent super bien. Ils arrivent, on le voit dès qu'ils haussent les sourcils ou ils ont les oreilles qui bougent. On voit la peau du crâne, les cheveux, on voit leur scalp qui bouge. Il y en a beaucoup qui s'amusent à ça. Et ça, c'est grâce au muscle occipito-frontal ou épicrânien parce qu'il va tapisser l'épicrâne. Donc, c'est toute l'aponévrose, en fait. On le voit sur le... Voilà. On voit très bien, là, sous notre scalp, sous la peau, là, on a toute une aponévrose. Hein. On rappelle, c'est du tissu conjonctif. Voilà. Blanc, là. Donc, on a la partie frontale du muscle, on a la partie occipitale. Et donc, la contraction de l'un de l'autre permet de faire bouger le front ou l'arrière du crâne. Ça fait bouger le scalp. Voilà. Allez, coucou tigresse. Ah, mais merci, c'est trop gentil. Si vous voulez tout savoir, pour l'anecdote, ce haut, il était à ma grand-mère. Voilà. Donc, je l'ai récupéré de ma grand-mère. Et je l'aime beaucoup. Donc, ravie qu'il vous tape dans l'œil aussi. Merci pour le... Merci pour le compliment. Oui, ma grand-mère avait bon goût. Tout à fait. Elle était couturière de profession. Donc, j'avoue qu'elle était toujours bien sapée. Donc, voilà, je lui ai piqué quelques vêtements que je porte fièrement en son souvenir. Hop, voilà. Mais merci pour le compliment.
J'espère que toi, ça va. Moi, ça va super. Là, je suis ravie d'aborder cette planche sur les muscles de l'expression, les muscles de la mimique. Je lui ai piqué, ouais, je lui ai piqué la garde-robe. Complètement. Le rendez-vous s'est bien passé? Ah, super. Bah écoute, si jamais tu as envie de raconter un peu, de me dire 2-3 trucs, ici ou sur Insta, t'hésites pas, hein. Sur quoi c'était ou autre, enfin, bref. Voilà, n'hésite pas, hein. Comme d'habitude, ici, on est libre. Voilà, la parole est ouverte. Donc, on parlait de notre muscle occipitofrontal ou épicrânien, parce qu'il mobilise l'épicrâne, toute cette aponévrose-là. C'était... Ah oui, d'accord. C'est pour que tu puisses avoir un médecin traitant. Ah bah oui, c'est pas le genre de rendez-vous qu'on loupe, hein. Vu la complexité qu'on peut avoir à avoir des médecins traitants, oui, c'est très très important. Mais j'espère que tu as réussi en tout cas à obtenir un médecin. Alors, il va falloir que je la joue fine parce que quoi? Je vais pas faire comme l'autre fois, je suis désolée. Je suis désolée, mais je ne vais pas pouvoir recolorier des muscles en bleu et en vert. Juste, c'est pas possible pour moi. Ça me trigger trop. Donc, il va falloir que je ruse et que j'utilise toutes les nuances possibles de couleurs chaudes. Hop, ils vont aller du orange au marron. Il va m'en falloir 9. Parce que là, on a 9 muscles à colorier. Donc, il va falloir que je ruse. Alors, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ok, il va peut-être falloir que j'en enlève s'il y en a qui se ressemblent trop. Je vais peut-être garder ça. Je vais enlever lui. Désolée, je fais ma tambouille en même temps. Voilà. Ça, j'enlève. Comme ça, normalement, je devrais avoir des trucs assez, je l'espère, assez contrastés. Alors là, j'en ai 1, 2, 3, 1, 2, 3. Je vais peut-être pouvoir enlever... Ça, c'est un orange. Je vais peut-être pouvoir enlever celui-là. Voilà, on verra. Alors, 4 mois d'attente. Wow. Et t'as un médecin? Ah, bah super. Toi, tu veux du bleu, du vert? Bah désolé. Tu pourras le colorier chez toi si tu veux. Il n'y a pas de souci sur ton propre atlas. Mais moi, je crois que je m'en suis toujours pas remis de la dernière fois. Donc, non. Ce sera du rouge. Sorry. Ce sera du rouge, voilà. Enfin, du rouge. Ce sera des couleurs chaudes, en tout cas. Ce sera des couleurs chaudes. Let's go. Quelle couleur on fait pour l'épicrânien? Quelle couleur on fait? C'est un grand muscle. Allez, on va faire du rouge. On va pas y aller par 4 chemins. On commence par la couleur maîtresse. Le rouge. Notre muscle épicrânien. Ces deux muscles sont unis par la galea aponevrotique, qui est un tendon large et plat. Voilà. Qui est là au niveau sous-cutané, qui est l'aponévrose épicrânienne là. La galea aponevrotique. Ici, on va le laisser plus ou moins en blanc pour bien montrer que sous le cuir chevelu, là, on a toute une grande aponévrose, on a toute une grande partie tendineuse. Tu veux du jaune? Eh ben, le prochain, il sera en jaune. Allez, attends, je vais échanger ça. Attends, je vais échanger celui-là et je mettrai du jaune. Comme ça, ce sera pour l'orbiculaire de l'œil. On mettra du jaune. Hop, comme ça, on commence direct. Alors, il faut bien que je fasse attention parce qu'on a le muscle procérus, on a le muscle corrugateur du sourcil. Il faut faire attention à ne pas colorier n'importe quoi. Voilà. Donc là, on a la partie frontale. De toute façon, il y en a plein des muscles de la mimique. Là, on va faire ce que nous propose le Néther, ce qui est déjà
très bien parce que même moi, je suis très loin de tous les connaître. Donc là, on aura les principaux muscles d'expression et de la mimique, à commencer par le muscle fronto-occipital. Si vous voulez vous amuser à le solliciter, là, et là, hop, juste pour montrer que c'est le même muscle, mais ici c'est une aponévrose. Vous pouvez vous amuser. Voilà. Si vous commencez à bouger un peu le front, les sourcils, vous sentez que votre cuir chevelu, il fait des petits mouvements de translation comme ça. Eh bien, c'est grâce à ce muscle-là. Voilà. Le muscle épicrânien ou fronto-occipital. Alors. T'as pensé au rouge? Eh bien, c'est pas grave, on va faire jaune juste après. Bon, la légende. Voilà. Le 1. On commence par la couleur maîtresse. Le rouge. Alors, qu'est-ce qu'on nous raconte? Ben, son origine, c'est la peau du front. Et il va se terminer dans la l'aponévrose épicrânienne. Voilà, ça c'est pour la partie frontale. La partie occipitale, ben, lui, il va être au niveau de l'occiput. Hein, on l'a vu, c'est l'os qui est à l'arrière du crâne. Il élève les sourcils et le front. Il plisse et ride la peau du front. Ben mince, si je mets des gros traits rouges, ça va pas le faire. Mais ça, c'est pour la partie frontale. Alors, c'est un peu incomplet, hein, puisqu'on a dit que c'était le fronto-occipital. Donc, il y a aussi sa partie occipitale. C'est dommage qu'ils aient parlé que de la partie frontale. Mais bon, c'est comme ça. Donc ça, c'est notre frontal. Qu'est-ce qu'on a de rigolo à dire? Est-ce qu'on a d'autres choses qu'on pourrait se dire? Le muscle frontal, c'est celui qui soulève les sourcils et plisse le front. Ah oui, on apprend quoi? Chez certaines cultures, les rides du front sont vues comme des marques de sagesse. Eh bien écoutez, mesdames, messieurs, arrêtons de faire la guerre à nos rides. Il paraîtrait, selon où vous êtes né sur la planète, que finalement avoir des rides sur le front, eh bien, ce serait une grande marque de sagesse. Donc peut-être êtes-vous des grands sages sans le savoir. Ah, mais oui. Il y a une petite particularité aussi. On a commencé à en voir quelques-unes, des particularités ou des variantes, des variations anatomiques. Il y en a une sur le muscle frontal. Est-ce que vous avez déjà remarqué des personnes qui n'arrivent à... Moi, je n'y arrive pas. À lever qu'un seul sourcil? Voilà, ça c'est une particularité du muscle. Je n'y arrive pas. Hein. C'est une particularité du muscle frontal. Donc, vous pouvez essayer à la maison de lever un seul sourcil. Et bien, si vous y arrivez, vous faites partie des 20% de la population qui sont capables de faire ceci, comme The Rock. Voilà, donc petit défi à la maison. Essayez de faire ça, puis vous me mettrez en commentaire si jamais vous avez réussi. Sinon, ben, vous êtes un cas exceptionnel. Voilà, vous faites partie des 20% des gens les plus exceptionnels de cette planète. Monsieur y arrive d'ailleurs. Je trouve ça assez drôle quand il fait ça comme ça. T'y arrives pas non plus? Bon, bah écoute, ma tigresse, on n'est pas exceptionnel, voilà. Moi, je suis exceptionnelle pour d'autres points, mais pas sur celui-là. Et voilà. Et bien, on se couchera moins bête. On passe au suivant, qui est, on a dit on va le faire en jaune cette fois, qui est l'orbiculaire de l'œil. L'orbiculaire de l'œil. Qu'est-ce qu'on apprend à son sujet? Il part du rebord médial de l'orbite. Donc médial, on a dit c'est au milieu, hein, près de la ligne centrale, donc ça c'est médial. Le ligament il va aussi au ligament palpébral médial et sur l'os lacrymal. L'os lacrymal, on l'a vu l'autre fois quand on a fait le crâne. C'est un os qui est au niveau du coin interne. Voilà, c'est l'os qui est en bleu ici, bleu foncé ici. C'est l'os qui est au coin interne de l'orbite.
Et il va faire le tour. Il va tapisser la peau qu'il y a autour de l'orbite. Alors, attendez, le tarse ou les tarses, pardon. Je vais chercher ce que ça veut dire pour le visage. J'ai absolument jamais entendu ce terme. Son action, ben, c'est l'occlusion palpébrale, donc ça veut dire fermer les yeux, fermer les paupières. Palpébrale, ça veut dire paupières. Hein. C'est lié aux paupières palpébrales. Serré par la partie orbitaire et c'est le clignement par la partie palpébrale. Voilà. Donc c'est un muscle qui nous permet donc de fermer les yeux, mais de, enfin, vous voyez, de fermer les yeux fort. Il permet l'occlusion, mais il permet aussi le resserrement par la partie orbitaire. Voilà. C'est un sphincter donc qui occlue les paupières avec une partie palpébrale dans les paupières. Donc ce muscle il est inclus dans nos paupières. Et aussi une partie orbitaire qui est fixée sur la partie osseuse. Hein? Mais alors par contre, il faut que je comprenne qu'est-ce que c'est tarse. Quand ils disent tarse pour l'orbite, alors je n'en ai jamais entendu parler. Ou alors c'est moi qui n'ai rien compris. Alors, les tarses désignent les lames de tissu conjonctif dense situées dans les paupières. Ok, c'est elles qui vont donner la forme et la rigidité aux paupières. Chaque paupière en a un supérieur et un inférieur. Ils vont contenir notamment les glandes de Mébomus qui sont essentielles pour produire la partie liquide, donc nos larmes, lipidiques, pardon, des larmes, pour éviter que l'eau ne s'évapore trop vite. D'accord. Oh purée. Alors ça, vous voyez, je ne savais pas. Alors attendez, je me mute juste 2 petites secondes. Oui, mes excuses, me revoilà, je discutais avec monsieur. Donc, en fait, les tarses, ce sont les lames de tissu conjonctif, donc c'est un peu l'équivalent de ce qu'on a aussi sous la peau du crâne. Ben, sous la peau des paupières, on a la même chose. On a des lames, il y a un tapis comme ça de tissu conjonctif sur lequel donc vient s'accrocher ce muscle. Et dans ces zones-là aussi, il y a des glandes qui vont sécréter, en plus de l'eau des larmes, qui vont sécréter un tout petit peu de graisse, juste pour éviter que nos larmes s'évaporent aussitôt qu'elles sont sur notre œil. Et ça s'appelle les glandes de Mébomus. Voilà, vous le saurez. Fun fact, alors, quand on parle de tarse, la plupart des gens pensent aux os du pied. Bah oui, évidemment. Mais là, c'est totalement différent. Ce sont des petits squelettes mous à l'intérieur de nos paupières, sans lesquels nos paupières seraient toutes ramollo et inefficaces pour protéger notre œil. Et oui, on va dire, c'est des coques souples qu'on a dans nos paupières et qui contiennent des petites glandes qui permettent de rajouter un petit peu de lipides dans nos larmes pour éviter que nos sécrétions lacrymales s'évaporent aussitôt et que notre œil soit tout desséché. Voilà, ça aide à lubrifier notre œil. Ah, purée, non, mais je me coucherais tellement moins bête. Et coucou, salut Antoine. Eh bien, ce sont les muscles, aujourd'hui, j'espère que tu vas bien, ce sont les muscles de l'expression. Voilà, de l'expression faciale. Donc, on a déjà parlé du muscle occipitofrontal ou fronto-occipital qui nous permet de bouger, voilà, de froncer nos sourcils, de bouger un petit peu notre cuir chevelu, là. D'ailleurs, fais-tu partie des 20% de la population qui arrive à ne lever qu'un sourcil? Moi, je n'y arrive pas. Tigresse non plus. Donc, si tu y arrives, regardez, j'y arrive super bien. Oh. Oui, j'ai les commentaires de monsieur là-bas qui dit qu'il y arrive. Mais je l'ai déjà dit que toi, tu y arrivais. Moi, je n'y arrive pas. Donc, si vous y arrivez, vous faites partie des 20%. Oh, tu y arrives que à gauche. Eh bien, écoute, tu es
à moitié extraordinaire. Voilà. Ah, c'est trop drôle. Donc voilà, tout le monde n'est pas capable de le faire. Eh bien, félicitations. Si tu y arrives partiellement, c'est déjà incroyable. C'est toujours mieux que nous. Trop bien. Donc maintenant, on commençait à parler du muscle orbiculaire euh, de l'œil, avec sa partie donc orbitaire et sa partie palpébrale. Et en lisant qu'il s'insérait sur le tarse, ça m'a interpellée, parce que pour moi, le tarse, c'est dans le pied. Eh bien, j'ai appris que le tarse, c'était une sorte de coque conjonctive souple qu'on a dans la paupière qui permet de protéger voilà, et de renforcer notre paupière, et dans laquelle il y a les glandes de Mébomus qui permettent de rajouter une partie lipidique à nos sécrétions lacrymales pour mieux lubrifier l'œil et éviter que l'eau s'évapore complètement et qu'on ait l'œil tout desséché. Voilà, donc en fait le tarse, c'est ça, c'est une coque souple de tissu conjonctif dense qu'on a à l'intérieur sous la peau de nos paupières. Donc je me coucherais moins bête. Je ne savais pas que les tarses, c'était aussi ça. Et je ne sais pas pourquoi ça s'appelle aussi tarse d'ailleurs. Il doit y avoir une origine. Attends, je vais chercher. Du coup, pourquoi c'est le même nom en fait? Il doit y avoir une origine latine ou grecque, probablement. Ah d'accord. Ok, ça vient du grec tarsos, qui veut dire plaque ou planche. Voilà. Donc à l'origine, ça désigne surtout une structure plate et rigide. En anatomie, le pied, le tarse, c'est l'ensemble des os courts et denses qui forment la partie postérieure du pied, solide comme une plaque. Et dans les paupières, les tarses sont les plaques fibreuses rigides qui donnent la tenue et la protection aux paupières. Eh bien, on en aura appris des trucs déjà juste en 2 muscles là. Un truc de fou. Qu'est-ce qu'on a encore? L'orbiculaire de l'œil, c'est le muscle, c'est le muscle du vrai sourire. Si vous voulez différencier quelqu'un qui vous sourit pour de faux, par convention, ou qui vous sourit réellement, notamment c'est ce qu'on appelle le sourire de Duchenne, c'est le muscle orbiculaire de l'œil va légèrement se contracter au coin des yeux et créer l'appât de doigt. Donc dans un sourire forcé ou social, il ne s'active pas. Mais dans un vrai sourire authentique et spontané, vous allez avoir le coin de l'œil qui plisse. Voilà, ça va être la différence entre un sourire de convention, juste on sourit comme ça, il n'y a rien qui se passe au niveau des yeux. Alors que si vous souriez vraiment, voilà, pour être content, eh bien vous avez le coin des yeux qui va se plisser. Voilà. Donc regardez un petit peu l'orbiculaire de l'œil de vos interlocuteurs, vous saurez si vous souriez juste pour être sympathique, voilà, ou réellement parce qu'ils ont l'émotion, ils ont la joie, ils ressentent la joie à l'intérieur d'eux. Eh bien, on avait dit jaune, ce sera jaune pour le 2. Avec donc sa partie orbitaire et sa partie palpébrale pour la paupière. Voilà. Bon, et sinon, Antoine, comment ça va? Ça a été ta semaine? As-tu sauvé moult patients? Ah, ben mince, je suis bête. Encore une fois, j'ai commencé à colorier des trucs et j'ai pas fini. Vous me dites rien, en fait. Vous surveillez pas ce que je fais. C'est nouveau, vous surveillez l'intervenant maintenant. Même pas vous me surveillez, bon sang de bon sang. Tigresse, tu me dis rien. J'ai oublié la moitié du schéma. Voilà, l'orbiculaire de l'œil. Là, on se rend bien compte qu'il s'insère vraiment au coin interne de l'œil, qu'il a sa partie orbitaire et la partie palpébrale pour la paupière. Voilà.
Comme ça, voilà, notre petit bonhomme, là, il voit jaune. Je vois jaune. Voilà, nickel. Ça, c'est 2. Et ça, c'est eng. L'épicrânien. Donc là, on a la partie frontale. On ne verra pas la partie occipitale, évidemment. Alors là, la question, il faut faire attention parce qu'au milieu, on a le muscle procérus. Donc, il ne faut pas se viander, comme on dit. Est-ce que, à tout hasard, j'ai une vue? J'ai pas de vue de face pour le moment. Dans le doute, je vais faire très attention à ce que je colorie. Ah si, 1, pour eux, il y a là aussi. Mais bon, j'ai quelques doutes. J'ai pas envie de faire n'importe quoi. Alors, attendez, je vais me contenter de ça pour l'instant. Et ensuite, je vais voir un petit peu pardon, le procérus, exactement où il est. Voilà, ça c'est notre... notre muscle frontal qui se continue hein, avec sa lame aponévrotique, l'épicrâne. Voilà. Parce que là, notre procérus de profil, il est vraiment au niveau... Surtout grâce au médecin. Ah, bah c'est bon, c'est tout ce qui compte. C'est que vous... Bah oui, mais bon, je suis désolée, c'est une team. Hein. Il faut et les infirmiers et les médecins. On ne peut pas avoir l'un sans l'autre. It is a team. Est-ce que... Désolée, je vais prendre juste 2 petites minutes parce que je veux quand même que ce soit un peu carré. Désolée, ça va trembler dans tous les sens. Alors, procérus... Est-ce qu'on l'a? Muscle. MNOP. Alors, on va être là. Désolée, hein, je prends juste 2 minutes pour ça. 26, 36 et 123. Donc là, on l'a vu en 26. Il nous le faut en 36. Ouais, il est bien là. Hein. Moi, j'aimerais bien l'avoir de face. C'est ça qui me... Est-ce que vous me l'avez fait de face? Mais non, à chaque fois, c'est de profil. Mais écoutez, dans le doute, puisque de profil, c'est comme ça, en dessous, il y a le procérus, mais je vais rien faire là pour l'instant. Mais c'est pas très grave. Tout ce qui compte, c'est de retenir cette grande nappe musculaire. Après, le reste, il y en a plein d'autres petits, les zygomatiques, etc., le procérus, etc., l'abaisseur, c'est pas grave. Il y en a plein, des muscles de la mimique. Ce qui compte, c'est de retenir les principaux. Il est plus bas sur le nez. Parce que vraiment, je vais essayer de chercher. Attendez, peut-être que je peux trouver une photo sur Internet, éventuellement. Parce que je n'ai pas de face. Ça me chafouine. Muscle. Procérus. Ah oui, il fait un petit triangle là. Et il va sur le nez. Alors, muscle procérus. Muscle pyramidal du nez est un petit muscle impair situé à la racine du nez. Origine, le muscle procérus naît par des fibres tendineuses de la partie externe et basse de l'os nasal et la partie supérieure du cartilage. Il monte vers la racine du nez, entrecroise ses fibres avec celles du ventre frontal, de l'occipito frontal. Terminaison, il s'achève sur la face profonde de la peau au niveau de la glabelle. On rappelle, la glabelle, c'est cette partie-là, là. Au niveau des sourcils, là, juste en dessous, il y a la glabelle. Voilà. Notre glabelle. Au niveau des 2 arcades sourcilières au bord nasal de l'os frontal. Vraiment, la glabelle, c'est là. Et chez les hommes, elle est beaucoup plus proéminente. Voilà. Et d'ailleurs, petite note clinique, le réflexe glabellaire
est déclenché chez le nourrisson lorsque l'on touche sa glabelle, ça lui provoque la fermeture des yeux. Voilà, donc si jamais vous avez un petit bébé, un petit nourrisson, essayez, si vous touchez entre ces deux sourcils, là, la racine du nez, est-ce qu'il va fermer les yeux? Voilà, peut-être vous pourrez lui déclencher un petit réflexe. La glabelle, ça veut dire sans poil, du latin glabellus. Voilà, c'est la culture, c'est la minute culture. Hop. Il est de la base du nez jusqu'au sourcil à peu près. Bah oui, mais en fait, il va c'est ça, il est là, il va se fusionner en fait avec le frontal. Donc, je vais juste, je pense, voilà, pouvoir le descendre un petit peu plus, ici. Et après, ben voilà, nos deux muscles fusionnent l'un avec l'autre. On peut ranger le jaune et le rouge pour l'instant. Je n'ai point commis d'impair pour une fois. En 3, on va avoir l'élévateur de la lèvre supérieure. En 3, qu'est-ce qu'il va faire lui? On met quelle couleur? Du rose. Peut-être du rose. Alors, qu'est-ce qu'on nous raconte? Il va du processus frontal du maxillaire et il va du processus frontal du maxillaire et sa région infraorbitaire. Et il se finit sur la peau de la lèvre supérieure et au niveau du cartilage alaire. Le cartilage alaire, il me semble que c'est pour l'aile du nez. Je vais vérifier pour pas vous dire des bêtises. Oui, c'est ça. Alors, grand cartilage alaire est une mince lamelle de cartilage hyalin située immédiatement au-dessous du cartilage latéral du nez. Deux ailes médiales et des queues. Ok. Éléments constitutifs, aile médiale du grand cartilage, aile latérale du grand cartilage alaire. L'aile latérale est incurvée, ovale et aplatie. Elle correspond à l'aile du nez. 3-4 petits cartilages alaires. Ouais, c'est ça. C'est fou ça. Aile du nez, un des cartilages du nez qui participe à la formation de la partie antérieure de la cavité nasale et est pair. Oui. Alors. Voilà. Oh, pardon, je vous ai perdu. Voilà. Donc, notre 3, il va... Est-ce que je vais y arriver? De la partie... hop là. Ici. Processus frontal du maxillaire. Donc, on a dit c'est la partie montante de l'os maxillaire. On se souvient que notre os maxillaire, qui là est en vert clair, il a une branche qui monte comme ça, le long de l'œil, le long du nez, entre l'œil et le nez, là. Donc, notre muscle élévateur de la lèvre supérieure, il va s'insérer, on le voit, à la partie au processus frontal, donc la partie montante là, de l'os maxillaire. Faut que je me concentre parce que des fois je dis os, muscle, j'échange, donc c'est un peu compliqué. Là, il va le long de la branche montante et de la partie donc en dessous infraorbitaire, donc en dessous de l'orbite. Et il va se terminer dans la peau de la lèvre supérieure et au niveau du cartilage, donc de l'aile du nez. Là. Il est là, notre numéro 3. Donc pareil, on va le colorier avec le plus de précision possible. Pardon, c'est celui-là. Oh là là,
Je dis n'importe quoi. L'autre, c'est l'élévateur de la lèvre supérieure et de l'aile du nez. Bah attendez, mais si. Pourquoi il m'a... Alors attendez, là, la grande question. Pourquoi on a 2 élévateurs de la lèvre supérieure? Attendez. Il y a un mystère. Muscle élévateur de la lèvre supérieure, ok. Muscle élévateur de la lèvre supérieure et de l'aile du nez. Ah d'accord, ok. Du coup, c'est vraiment 2 muscles différents. On a vraiment celui-là, qui est élévateur de la lèvre et de l'aile du nez. C'est son nom complet, donc autant pour moi. Et le 3, qui est notre seulement élévateur de la lèvre supérieure, il est là. Donc autant pour moi, j'étais en train de partir sur une mauvaise piste. My bad. Il est là, le 3. Mais vous voyez bien, du coup, qu'il y a plusieurs muscles qui participent à l'élévation de la lèvre supérieure et de l'aile du nez. Voilà. Est-ce que vous le voyez assez bien là sur mon truc là? Peut-être que je vais mettre un petit coup de... Peut-être un petit coup de feutre. Je sais pas si ça... Oula, il est fatigué mon feutre là. J'ai pas l'impression que ça renforce grand chose. Un peu. Voilà. Donc désolé hein, pour cette confusion. Donc il est au niveau infraorbitaire et au niveau de la branche montante, hein, donc la branche frontale du maxillaire. Il va au niveau de la peau de la lèvre supérieure et au niveau du cartilage de l'aile du nez. My bad. Ça, c'est le troué. Alors, qu'est-ce qu'on nous raconte sur l'élévateur de la lèvre? Nous, on veut du fun fact. Qu'est-ce que ça peut nous raconter? Aussi appelé levator labii superioris. Voilà, pour ceux qui aiment le latin. Partie supérieure du maxillaire sous le rebord orbitaire, peau muqueuse de la lèvre, parfois une petite expansion sur l'aile du nez. Innervation, le nerf facial, hein, puisqu'ils sont tous innervés par le nerf 7 facial. Il soulève la lèvre supérieure, il expose les dents du haut, il accentue les expressions de dédain, de surprise et d'un sourire un peu moqueur, comme ça. Là, vous le voyez bien? Vous voyez bien que c'est un muscle qui va élever que la partie supérieure, que la lèvre supérieure et l'aile du nez, vous voyez? Donc c'est un peu... Voilà, c'est le muscle du dédain. C'est un muscle qui va dévoiler les canines, puisqu'on a dit que les canines, elles étaient vraiment à l'angle, entre guillemets, de la mâchoire, et que ça montre toute l'expressivité. Hein. Cette dent-là donne le relief au sourire. Donc ça donne un sourire un peu carnassier, voilà, puisque ça dévoile les canines. Il participe donc au mépris aussi quand on élève juste un côté. Vite fait, voilà. C'est ce muscle-là qu'on active quand on fait cette expression dédaigneuse. Et quand il est combiné à son copain qui est l'élévateur de l'aile du nez et de la lèvre supérieure, donc le voisin avec qui je l'ai confondu, ça donne l'expression du burk, genre comme ça. Le burk. Ah oui, pensons à Elvis Presley qui avait un sourire asymétrique. C'est drôle, le Elvis Snarl, S-N-A-R-L, le Elvis Snarl, genre comme ça. Salut. C'est drôle. Alors, Paul Ekman, qui est spécialiste du langage corporel, a montré que lever un seul côté de la lèvre est un signal universel de mépris qui est reconnu dans toutes les cultures.
Voilà. Alors comme quoi il y a des petites variantes, certaines variantes culturelles, mais le mépris est une des émotions universelles qui est partagée par toutes les cultures de la planète. Les dentistes connaissent l'importance de ce muscle car il expose les dents maxillaires. Chez certaines personnes, il peut être très très actif, ça donne un gummy smile qui est le sourire gingival. Voilà, ça va élever vraiment fort et ça va dévoiler toute la partie maxillaire, donc l'arc supérieur, les dents supérieures. Quand il est très très tonique, eh bien, on va beaucoup voir les gencives supérieures. Voilà. Vous savez tout sur le dédain, le mépris, sur les dents. Elvis Presley. Oh, ça c'était du fun fact. Alors. Ah ben bonne fin de live, salut. Merci Antoine, j'avais pas vu ton message. Prends bien soin de toi et puis ben, à la prochaine. Hein. Merci d'être passé, ça fait plaisir. Alors, on continue avec notre muscle nasal, le 4. Quelle couleur? Quelle couleur? Ça, c'est toute la question. Est-ce qu'on se ferait pas un peu de marron? Allez, histoire de casser un peu les couleurs là, parce que sinon, on va tout confondre. Le nasal en 4. Voilà, ce sera celui-là. Je vais le colorier tout de suite, histoire de ne pas me vautrer avec ceux d'à côté. Alors, le 4, il est ici. Et aussi en dessous. Ok. Alors, le nasal, donc il va être sous l'aile du nez. Et le long, voilà, comme ça. Le long de l'aile du nez. Ça, c'est 4. 4, ici et ici. Voilà. Ça, c'est notre nasal. Qu'est-ce qu'on nous raconte sur le muscle nasal? Forcément, il fallait que je déborde un petit peu. Hein. Touc. Le nasal qu'on a fait donc en marron, qui est hop, là. L'autre, on l'avait fait en rose. Notre élévateur de la lèvre. Hop. Alors, avec une partie transverse et une partie alaire. Son origine, la partie supérieure du jugum, donc l'éminence de la canine du maxillaire. Si on se remontre, voilà, ça va être là la partie qui est proéminente. Voilà. Et il va jusqu'au niveau des cartilages du nez. Voilà. Donc il est caché, j'imagine, en partie par l'orbiculaire de la bouche. Mais en dessous, il va de la partie maxillaire, là, notamment le jugum au niveau de la canine. Et il va remonter le long du cartilage là, de l'aile du nez. Son action, il attire l'aile du nez vers le septum nasal pour comprimer les narines. Voilà. Est-ce qu'on a des petits trucs rigolos? Est-ce qu'on a des fun facts sur le nasal? Je regarde. Le nasal. Vas-y, on va apprendre des trucs. Muscle nasal. Partie supérieure du maxillaire, au-dessus incisive et canine. Au niveau du cartilage nasal et de la peau du dos du nez. Le nerf facial, toujours, ce sont on dit la même chose. Sa partie transverse va resserrer les narines et aplatir le nez. Sa partie alaire va dilater les narines. Voilà. C'est ça, il va permettre d'écarter les narines.
Il intervient dans les expressions de dégoût. Quand on va froncer le nez, c'est lui qui va tirer les narines. Genre, comme ça. Dans l'effort physique intense, quand on renifle, il va aider à élargir les narines. Chez les chanteurs et les sportifs, sa contraction est ultra visible. L'émotion du dégoût, pareil, hein, qui est commune, qui est universelle. L'émotion du dégoût, donc comment elle est décrite par Darwin, c'est froncer le nez et froncer le nez et contraction du nasal. C'est une réaction instinctive face à une odeur de pourri ou d'aliments toxiques. Voilà, comme ça. Et là, ça va contracter notre nez, ça va le froncer et ça va écarter les narines. Chez les animaux comme les chevaux, le muscle nasal est très très développé. Il va ouvrir largement les naseaux lorsqu'il court. Et chez nous, il est forcément beaucoup plus miniature. Certains exercices de yoga du visage incluent le muscle nasal pour améliorer la respiration nasale. D'accord. Je ne savais pas. Alors, petit défi, on peut faire le nez du lapin, contractant le nasal et en frémissant rapidement le nez. Ah oui, c'est genre comme un truc de sorcière, comme ça. Comme ça, ou plutôt comme ça. Ah, ça. Plutôt ça. Attends. Comme ça. Ah si, j'y arrive. Je peux écarter les... Vous voyez ou pas? Ah si, j'arrive un peu. Grimace du dégoût, le burk le plus réaliste. Bah oui. Ok. Ben voilà, c'est le muscle du dégoût. Autant tout à l'heure, l'élévateur de la lèvre supérieure, c'était pour le dédain. Là, le muscle nasal, c'est pour le dégoût. Ce sont des émotions universelles, partagées par tous les humains de cette planète. Voilà ce qu'on se raconte. Alors, ensuite, le 5, c'est l'orbiculaire de la bouche. On a vu ça tout à l'heure, on va le faire en marron un peu plus clair. Attendez, je vais retailler un petit peu mon crayon. Voilà. L'orbiculaire de la bouche. Qu'on va faire là. Espèce de marron orangé là. Lui, il va de la partie médiane du maxillaire en haut et de la mandibule en bas. Donc il démarre là du maxillaire et de la mandibule sur la partie médiane. Les autres fibres de la face profonde de la peau. Donc il va aussi s'insérer sous la peau. Et ensuite, il va jusqu'à la muqueuse des lèvres. Donc ça va traverser depuis l'os jusqu'à la muqueuse de la lèvre. Donc c'est vraiment... Enfin, vous voyez, c'est des muscles qui sont inclus dans la peau, en fait. Hein. C'est le muscle, donc c'est un sphincter qui va retrousser les lèvres. C'est le muscle du baiser ou du duck face, duck smile, comme ça. Voilà, ça c'est le nerf orbiculaire de la bouche. Qu'est-ce qu'on se raconte sur notre orbiculaire de la bouche? Qu'est-ce qu'on peut se raconter? C'est un... Ah oui, sans lui, impossible également de siffler, de jouer de la trompette ou d'embrasser. Tout simplement, c'est le muscle du bisou. Il est impossible de siffler avec les lèvres complètement relâchées. Mais oui. Voilà, ça c'est notre orbiculaire de la bouche. Voilà. Essaye de ne pas colorier la bouche en même temps.
Touc. Ça, c'est le 5. L'orbiculaire de la bouche. On peut passer maintenant au 6. 6, 6, 6. Ben, on va le faire en violet comme ça peut-être. Qui est l'abaisseur de l'angle de la bouche. Il va abaisser la lèvre. C'est le muscle de la tristesse, car il rétracte vers le bas l'angle des deux lèvres. On ne l'a pas ici. Donc ça, c'est notre 6. Il sera là. Alors. Il est là. Donc c'est l'abaisseur de l'angle. Voilà. En 6. C'est lui qui permet de faire les émotions de tristesse. Enfin, plutôt l'émotion de la tristesse comme ça. Voilà. Du coup, on va abaisser l'angle de la bouche vers le bas. Il tire les coins de la bouche vers le bas. Darwin avait déjà noté dans ses observations que, que c'est aussi une expression universelle. Cette tristesse, elle est exprimée partout comme ça. Ah oui, il permet donc de mimer la tristesse sans même bouger ni les yeux, ni les sourcils, ni le nez. Voilà, ce muscle fait simplement tout le job pour prouver, non, c'est pas le terme, pour démontrer sa tristesse. Comme ça. Ça, c'est le 6. On ne parle pas de... Parce que dans le livre, c'est pas écrit non plus, donc je vais regarder les insertions. Alors, il s'insère au niveau de la ligne oblique de la mandibule, près du menton, sur la face externe. Et il va se terminer à l'angle de la bouche, au niveau de la commissure labiale, la commissure des lèvres, où il va se mêler aux fibres d'ailleurs de l'orbiculaire de la bouche. Voilà, et lui aussi, il est innervé par qui? Le 7, le nerf facial. Il fonctionne en opposition aux zygomatiques qui, eux, vous voyez bien, eux, ils vont élever la commissure des lèvres et l'abaisseur, voilà, il va faire exactement l'inverse. Dans certaines paralysies faciales, il y a un seul côté qui va s'abaisser, donc on verra de manière très très flagrante l'asymétrie du visage avec vraiment la bouche qui tombera que d'un côté. Voilà. Eh bien, on sait tout. On sait tout. Donc, il s'insère de la mandibule à la commissure des lèvres en se mêlant à l'orbiculaire. Voilà. Il va se mêler à l'orbiculaire de la bouche. Hop, ça, c'est coloré. Il ne faut pas que j'utilise des trucs que j'ai déjà utilisés, du coup. Voilà. Il va nous rester comme couleur du... Ah oui, je pourrais prendre du beige plutôt à la place, éventuellement. Plutôt que de remettre du rouge que j'ai déjà mis. Je fais ma petite tambouille, hein, excusez-moi. Donc, il va nous rester le platysma. On en a déjà parlé du platysma. On en a déjà parlé. C'est le muscle de la terreur, de la frayeur. Le platysma, c'est un muscle large et fin qui va recouvrir la région antérolatérale du cou et qui va tendre la peau de la partie inférieure de la face et du cou. On en a déjà parlé de celui-là. Le 7, le platysma, c'est un muscle qui est inclus dans la peau
dans la peau du cou. L'expression notamment de la frayeur et aussi un peu de dégoût, je pense. C'est qui vient faire. Vous voyez, il y a également la peau du cou qui va se tendre sur cette expression-là. Toc. Ça, c'est notre 7. Ah, ben, même pas, ils l'ont mis... D'accord, bon. Écoutez. Même pas, ils l'ont mis là. Là, on a notre platysma. Toc. Donc, il va du fascia superficiel des régions du deltoïde et pectoral. Donc, le platysma, hein, on le voit là, hein, il descend vraiment au niveau de la partie supérieure du thorax et même jusque sur l'épaule. Là, vous avez du grand pectoral. Là, vous avez du deltoïde. En dessous, là, vous avez votre clavicule. L'acromion, hein, quand on avait fait l'épaule, la ceinture scapulaire. Voilà, on se rend compte que le platysma, il descend vraiment largement sur le cou. Et il se termine au niveau de la mandibule, de la peau de la joue, de l'angle de la bouche, du muscle orbiculaire de la bouche. Voilà, au niveau de la joue, de la mandibule, et même jusqu'au muscle orbiculaire. Voilà, il va tapisser largement toute la partie latérale de la joue. Enfin, toute la partie latérale, de toute façon, la joue, c'est plus ou moins latéral, j'ai envie de vous dire. Il s'étale dans le cou et il sert à tirer vers le bas la lèvre et la mandibule. C'est le muscle des films d'horreur. Quand on crispe le cou de peur, il se contracte, donc c'est le muscle dramatique par excellence. On le voit très très bien aussi quand on fait une grimace exacerbée de dégoût, hein. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Et vous allez voir, vous allez sentir, vous voyez, même quand vous voyez, regardez au niveau de mes clavicules, vous voyez la peau là qui va se mettre en action, qui va bouger, ça va solliciter vraiment jusqu'au niveau des clavicules et des épaules. Donc ça, vous voyez, ça bouge. On voit vraiment le platysma, à quel point c'est une grande nappe qui descend bas au niveau pectoral. Voilà. Qu'est-ce qu'on se raconte d'autre? Mais j'ai même pas fini de lire ça. Il abaisse la mandibule, tend la peau de la partie inférieure du visage et du cou. Voilà, on voit bien que c'est un muscle qui va tendre. Vous voyez la peau qui bat là, qui se soulève. Donc faites une expression genre comme ça. Et là vous allez sentir le platysma qui se contracte. Ça c'était notre 7. Et bien 1, 2, 3. Il va nous rester le buccinateur en 8. Hop. Voilà. Avec un rouge bien rouge pompier là, un rouge bien rouge. Notre buccinateur. Alors ça, on parle souvent du muscle des joueurs de trompette. Voilà, les trompettistes, c'est le muscle des trompettistes. Il va maintenir les joues contre les dents et il va empêcher qu'elles se gonflent complètement quand on souffle. Donc ça va permettre d'expulser encore de manière plus puissante l'air. Le fait que les joues puissent être plaquées, ça va pouvoir donner un tunnel plus puissant encore à l'air pour les personnes qui jouent des instruments à vent ou des cuivres comme la trompette par exemple, ou des bois. Il va maintenir donc les joues contre les dents. Et sans lui, on pourrait se mordre les joues en fait, hein, quand on mâche. Les musiciens, notamment ceux qui jouent du cuivre, l'ont de manière surdéveloppée. Voilà. Et quand on gonfle les joues, en fait, ça va étirer notre buccinateur. Lui, il s'insère au niveau de la mandibule, du raphet ptérygo-mandibulaire. C'est une lame de fascia, pareil, c'est pas grave, laissez tomber. Et au niveau du processus alvéolaire, du maxillaire et de la mandibule. Donc surtout, dites-vous qu'il va s'insérer beaucoup sur la mandibule et le maxillaire, puisqu'il est au niveau des joues. Donc au-dessus, on a du maxillaire, en dessous, on a de la mandibule. Voilà, lui, il va s'insérer au niveau des joues. Le 8,
que je fasse très attention, encore une fois, à pas confondre avec un autre dans ma frénésie. Donc il va être en dessous. Alors là, pareil, que je vois bien. Ouais, il est de part et d'autre du Rhizorius, qu'on va colorier juste après en 9. Voilà, toute la partie maxillaire. On a la partie, voilà, hop, aussi avec la mandibule. Notre buccinateur, il est caché là. Là, pareil, est-ce qu'il est un peu en dessous? Niveau 8, buccinateur. C'est un muscle qui va réussir aussi à plaquer, qui va revenir plaquer notre nourriture au niveau de nos dents. Alors, le buccinateur, hein, ok. Il comprime donc les joues contre les molaires. Il va participer à la mastication. Bah oui, c'est lui qui va ramener sans arrêt, comme ça, la nourriture contre nos dents. Parce que forcément, quand on écrase la nourriture, ça chasse, ça broie, ça fait une sorte de purée, donc ça va chasser la nourriture sur les côtés, au niveau de la langue et dans le creux des joues. Donc le buccinateur, il va être là pour ramener la nourriture sous nos dents, notamment au niveau de nos molaires, bien sûr. Hop, il nous reste en orange, on va le faire en orange. Le 9, le Rhizorius. C'est le muscle du sourire. Il va être aussi aidé par les zygomatiques. Lui, il va tirer l'angle de la bouche vers l'extérieur. J'allais dire là, les contrastes, c'est pas fou. C'est pas foufou ça. J'essaye de vous augmenter un petit peu les contrastes là. Voilà, ce sera un peu mieux comme ça. Vous voyez un petit peu mieux. Voilà. 9. Notre Rhizorius. Là. Alors, est-ce qu'on nous raconte un truc sur le Rhizorius? Non. Alors, on va rajouter... Mentonnier, on en parlera tout à l'heure. Ah bah mince, j'ai oublié de colorier celui-là. La légende 1. Faut toujours que j'oublie un bout de légende de toute façon. Voilà. Alors, notre Rhizorius, il s'insère au niveau du fascia parotidien, au-dessus de la glande parotide, hein, qui est près de la joue, ou au niveau du fascia masséterin, au niveau du muscle masséter. On l'a vu, c'est le carré qui a là, cancer à la mâchoire. Voilà, masséter. Son insertion distale, peau muqueuse de la commissure des lèvres au niveau de la coin de la bouche, et il se mêle également à l'orbiculaire et aux zygomatiques. L'innervation, le nerf 7, voilà, c'est très bien. Vous avez suivi. La parotide, vous voyez, là, elle est coupée. C'est une glande qu'on a au niveau de la joue. Et elle aussi, elle a son propre... voilà, elle est entourée de tissu conjonctif, de fascia. Donc, le muscle peut s'insérer aussi au niveau de ce fascia-là, ou soit au niveau du fascia du masséter. Il va tirer horizontalement l'angle de la bouche. C'est l'expression d'un sourire un peu forcé ou poli. Voilà.
Ça va tirer vraiment de manière horizontale. Et il contribue à élargir l'ouverture buccale pour sourire sans forcément montrer les dents. On est heureux. Son nom vient du latin risus, qui veut dire rire. Mais paradoxalement, c'est le muscle du faux sourire, sourire un peu social, gêné ou ironique. Voilà, c'est le sourire le vrai sourire. Par contre, le sourire de Duchenne nécessite toujours les yeux. Hein. C'est ce qu'on dit, ça va solliciter aussi l'orbiculaire des yeux. Il y a une grande variabilité. Certaines personnes n'ont pas de risorius du tout. Voilà, leur sourire est entièrement dû aux zygomatiques. Heureusement qu'on a plusieurs muscles pour les mêmes actions. Chez certaines cultures, on utilise beaucoup le sourire poli, même sans émotion. Voilà, il a donc un rôle très très social, ce muscle-là. Voilà. On peut vraiment voir la différence entre le sourire poli, hein, ce qu'on disait vraiment, où on sourit, voilà, mais il ne se passe rien au niveau des yeux. Alors que vraiment, quand on est heureux, vous avez vraiment les yeux qui vont aussi se plisser. Ça, c'est le vrai sourire. Il va nous rester... Ils nous ont parlé là du mentonnier quand même. On va se dire 2-3 mots sur le mentonnier. Il est petit, mais il est expressif. Lui, il va froncer la peau du menton. C'est le muscle des expressions un peu boudeuses. Vous voyez là? Ça fait des petits plis, des petites crevasses au niveau du menton. Ça. Pas content. Voilà, c'est la moue des enfants. Donc ça, c'est notre mentonnier qui est là. Est-ce qu'on se le rajoute sur une petite couleur éventuellement? Mentonnier, c'est celui qui est orienté de ce sens-là. Voilà. Là, on a le mentonnier qui est là. Il va au niveau de la fosse incisive de la mandibule. Donc là, la fosse qui est sous les incisives, jusqu'à la peau du menton. Il élève les parties molles du menton et éverse la lèvre inférieure et fronce le menton là. Voilà. Là, vous voyez, on sent la contraction de la peau du menton. Ça, c'est notre mentonnier. Qu'est-ce qu'on pourrait se dire? L'élévateur, ça, on a vu. De l'angle de la bouche, non, on l'a pas vu celui-là. On va surtout se parler un peu des zygomatiques quand même et de l'abaisseur de la lèvre inférieure. Il nous en reste, on va dire, on va faire ces deux grandes familles là. Musco-auriculaire, c'est drôle. Je regarde s'il y a d'autres choses pertinentes à se raconter. On va surtout parler des zygomatiques et de l'abaisseur de l'angle. Alors oui, ça va être le muscle de la tristesse, l'abaisseur de l'angle de la bouche. Il tire les coins de la bouche vers le bas. Alors, qu'est-ce qu'on peut se raconter d'autre sur l'abaisseur de la bouche? Ça. Moi, j'y arrive super bien. Alors, lui, on va l'appeler le dépressor labii inferioris. Rien que ça. Le muscle abaisseur de la lèvre inférieure. Ah, l'abaisseur de l'angle de la bouche. Je suis bête, on l'a déjà fait, c'est l'élévateur de l'angle de la bouche qu'on n'a pas fait. Donc là, on a l'abaisseur de la lèvre. Là. Sur la partie antérieure de la ligne oblique de la mandibule. Et il va aller en dessous du foramen mentonnier. Alors, si on se remet ça, ici, donc partie antérieure de la ligne oblique de la mandibule, donc il s'insère sur la mandibule. Et il va aller jusque en dessous du foramen mentonnier, on est d'accord, parce que là, il y a notre petit trou, hein, on se rappelle pour le 5-3. Et l'insertion, c'est peau et muqueuse de la lèvre inférieure.
Il tire la lèvre vers le bas et légèrement sur le côté. Produit une expression de doute. Ça. Ça. Vraiment. Vous êtes sûr? Vous êtes sûr de vous? Il est en synergie avec le mentonnier qui va accentuer la moue boudeuse. C'est le muscle du sarcasme. C'est une expression universelle de mépris ou d'ironie. Il est beaucoup utilisé par les ados en mode ouais, ouais, cause toujours. On peut souvent activer un seul qui donne un air de défi ou de provocation. Certains rappeurs l'utilisent pour marquer une attitude un peu bad boy, comme ça, en mode bad boy. Donc on peut l'activer que d'un seul côté. Dans certaines paralysies faciales, la lèvre inférieure va dévier. C'est un signe important pour un diagnostic de paralysie faciale. Voilà, pardon, ça c'est donc le muscle abaisseur de la lèvre inférieure et pas l'abaisseur de l'angle de la bouche qu'on a déjà vu. My bad boy. Ça, c'était celui-là. On a l'élévateur aussi de l'angle de la bouche qu'on n'a pas vu. Et après, il nous restera... On pourrait peut-être se parler des muscles auriculaires quand même, parce que c'est pas rien. Ça nous permet de bouger un peu l'oreille. Ça doit être des vestiges de quand on était des on va dire des mammifères. On est toujours des mammifères. Hein. De nos ancêtres, d'une lignée lointaine. Alors, et l'élévateur de l'angle de la bouche. Lui, il va de la fosse canine du maxillaire, donc juste sous l'orbite, jusqu'à la commissure labiale, au coin de la bouche, où il va se mélanger toujours avec l'orbiculaire. Hein. Il va élever la commissure, c'est le muscle du sourire avec les zygomatiques, il va participer aux expressions de joie, de satisfaction et d'optimisme. Ah, son activité est liée surtout dans les micro-expressions faciales qui sont très utilisées en psychologie et en interrogation policière parce que ça peut être un micro... Il va activer un micro-sourire que si on n'y prête pas attention, en fait, on va pouvoir passer à côté. Bon, il est toujours innervé par le nerf 7. Voilà. Le facial. Donc, avis aux mentalistes, aux négociateurs du RAID et autres enquêteurs policiers. Voilà, guettons les petits micro-sourires qui peuvent être induits par ce muscle élévateur de l'angle de la bouche, qui est ici. Juste là. Il est un peu caché. Il est en dessous, là. Et mais il nous reste là nos deux zygomatiques, dont on n'a pas encore parlé. Les zygomatiques. Il y en a deux de chaque côté, donc en tout il y en a 4. Ils partent de l'os zygomatique, au niveau de la pommette. Ils sont obliques en bas et à l'intérieur. Ils vont se terminer au niveau de la commissure du coin des lèvres. Hein. Ils vont se mêler encore une fois à l'orbiculaire et au releveur de l'angle de la bouche. Il élève la commissure. C'est le muscle du sourire franc et éclatant. Voilà, quand on parle du sourire de Duchenne, celui qui traduit une réelle joie authentique, c'est directement lui et l'orbiculaire des yeux qui sont impliqués. Le petit zygomatique va donner un sourire un peu plus fin, un peu ironique ou timide. Voilà. Le grand zygomatique, c'est un sourire large et communicatif. Donc là, notre grand zygomatique. Et le petit, ça va être un sourire un peu plus timide ou un peu narquois. Et parlons quand même des muscles auriculaires. Les grands oubliés. Les muscles auriculaires, alors. Qu'est-ce qu'on peut dire? Ils vont partir du temporal ou de l'aponévrose épicrânienne et ils vont se terminer autour de l'oreille, l'avant, le sommet et l'arrière. Ils vont permettre de mobiliser l'oreille. Chez la plupart des humains, c'est bien ce qui me semblait, ces muscles sont vestigiaux. Peu d'entre nous peuvent bouger leurs oreilles volontairement, mais il y en a qui y arrivent. Hein.
On a tous croisé un, un pote qui arrivait à bouger volontairement ses oreilles. Dans certaines cultures et dans le langage corporel, un mouvement involontaire de l'oreille peut révéler de l'attention ou de l'émotion. Chez certains animaux, les chats, les chevaux, ils sont hyper développés pour orienter les oreilles vers les sons pour mieux les capter. Voilà, donc nous c'est un peu le vestige d'une époque où nous devions probablement nous aussi orienter nos oreilles. Aujourd'hui, ben voilà, c'est seulement des muscles, on va dire, ancestraux qui ne nous servent plus vraiment. Au fur et à mesure de l'évolution, peut-être un jour que ces muscles finiront par complètement disparaître. Qui sait? Là, le mystère est entier. Et bien, voilà mes amis. Là, je vous avoue qu'on s'est fait un sacré tour. Hein. Vous saurez tout sur les muscles de l'expression. Voilà, les muscles d'expression, notamment au niveau de la peur, du dégoût, du dédain, de la tristesse. Voilà, certaines émotions sont universelles, partagées par toutes les cultures, et d'autres sont un petit peu plus subtiles, voilà, en fonction de notre éducation et de notre culture. Hop, voilà. Vous retrouverez évidemment cette vidéo sur ma chaîne YouTube, caro__stream, d'ici quelques semaines. Si vous voulez, hop, je rappelle, on était accompagné donc par ces deux ouvrages d'Atlas Nether classique. Ah, attendez, après il y a le livreur. Je vous coupe 2 minutes. Désolée, livreur. Ça arrive souvent le jeudi. Donc on est accompagné du Nether, l'Atlas avec des planches, voilà, pour découvrir tout le corps, des planches peintes, main, incroyables. Mais il y a zéro explication. Voilà, alors que dans ce magnifique atlas à colorier, c'est dérivé directement de ces planches-là qui ont été incluses dans un nouveau livre. On a enlevé forcément toutes les couleurs, donc c'est à nous de compléter ce livre et vous avez toutes les explications qui vont avec. Voilà, donc si vous êtes un passionné, un curieux d'anatomie, n'hésitez pas. Surtout, c'est un super ouvrage que je recommande. Si vous êtes coach, si vous êtes sportif, si vous êtes passionné d'anat, si vous faites des études voilà, plus ou moins liées à la médecine et au corps humain, surtout. Voilà, vous pouvez vous procurer cet ouvrage. Il y a mon lien Amazon, si vous voulez vous le procurer via mon lien, ça encouragera mon travail. Sinon, vous pouvez l'acheter dans n'importe quelle librairie que vous voudrez soutenir. Mais voilà, c'était les muscles de la mimique. Donc maintenant, vous ne verrez plus jamais vos expressions ou les expressions de, de vos congénères de la même manière.